Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Et moi, c'est LP. Aujourd'hui, on vous offre notre top 10 de nos auteurs de jeux préférés. Oui, on avait déjà fait il y a un certain temps des top 10 des auteurs émergents. Il va peut-être en avoir en commun là-dedans, mais là, on pouvait piger dans le bassin de tous les auteurs qui ont existé depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ça en fait quand même pas mal. Toi, est-ce que tu avais une méthode particulière de sélection? As-tu des critères que tu as gardés en tête ou ça a été vraiment ceux que tu as à l'œil de ce temps-là? C'est un peu de tout, je te dirais. Il y a des auteurs qu'on suit depuis des années aussi, fait que il y a un petit quelque chose de spécial à quelque part dans notre cœur de joueur. Fait que souvent ces Ouais. auteurs-là, ils reviennent, mais c'est pas nécessairement des. C'est pas tout le temps des auteurs qui font mes jeux préférés. Ou des fois, c'est la signature de cet auteur-là, je l'aime. Ou pour tel style de jeu, je trouve que cet auteur-là fait des bonnes affaires. Ou il y a un paquet de raisons pourquoi on peut suivre un auteur. Là. C'est sûr que principalement, c'est les jeux qu'il fait, là, mais il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est un peu un amalgame de tout ça. Là. OK. Bien hâte de voir ta liste. Est-ce que tu prévois des petits croisements dans les listes? Moi, je dirais peut-être un, je pense que oui, mais peut-être deux, pas plus que deux, selon moi. Moi, je dirais peut-être un. Peut-être un. J'ai hâte de voir. Ouais, voilà. Fait que tu nous startes ça? Parfait. Je vais justement lancer avec le croisement que je Ok. pense qu'on aurait Ok. peut-être. Nous verrons plus tard dans quelques rangs. Je commence avec un auteur très prolifique qui a été directeur créatif de Cool Mini or Not quand même pendant un certain temps, qui ne l'est plus aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Non. Monsieur Eric M. Lang, qui est un auteur que j'adore, qui a toujours des très bonnes idées. La raison pour laquelle il est si haut, entre guillemets, dans ma liste, c'est que c'est un auteur qui, pour moi, a beaucoup de coups de circuit, mais quand même quelques fausses balles. J'aime pas tous ses designs. Ouais. Mais j'aime beaucoup la signature du gars. J'aime qu'il essaie des idées. J'aime qu'il essaie de. Il va faire évoluer ses idées aussi, si je peux dire, d'un jeu à l'autre. Tu sais, c'est un gars qui a souvent des séries de jeux. Tu sais, il y a la série des Blood Rage, Rising Sun, Hank, que j'aime pas tous dans la série, mais à tout le moins, tu sais, il y a vraiment des idées qui sont recyclées. Seven Sins, puis ben, The Others, puis Cthulhu Death May Die. Ils ont vraiment des idées qui sont recyclées d'un jeu à l'autre, tu sais, qui sont évoluées. C'est lui qui a fait. Puis, tu sais, c'est un gars qui a des idées hyper différentes. Marvel United, c'est lui qui a participé au design de ça, Chaos of in the Old World, un énorme jeu, tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'idées. C'est lui qui a fait, je me trompe pas, là, je suis pas certain, mais je pense que c'est lui qui a fait aussi Godfather, le jeu Ouais. qu'on avait eu au Meeple iPad XCOM. éventuellement. XCOM. XCOM, dans le temps, un des premiers jeux avec application. Il a travaillé sur Arcade Quest, c'est lui qui avait fait le jeu de cartes de Star Wars au début des années 2010, Celui fin de des Game années of 2000. Thrones. C'est du Game of Thrones aussi, tu sais. Fait que c'est un gars qui a énormément d'idées de design. C'est lui qui a fait les jeux de dés Dice Master. Dice Masters également, puis Warriors Ouais. juste avant, si je me trompe pas, c'était lui aussi. Fait que tu sais, le gars, il a vraiment énormément d'idées. C'est un génie créatif. J'aime pas tous les jeux qu'il a fait. C'est pour ça qu'il est pas si, ben, qu'il est pas si ou ça, toujours bien dans le top 10, là. Mais je vais toujours être curieux si j'apprends qu'Eric Lang a designé un nouveau jeu, surtout avec une compagnie, tu sais, FFG, Simon, les grosses compagnies avec lesquelles il a travaillé. Euh, donc voilà, un gars, un génie du design du board game, un gars très très prolifique aussi, ça fait une vingtaine d'années là, minimalement qu'il en fait, puis il en a fait vraiment beaucoup des jeux. Là. Je sais pas il y a combien d'entrées comme designer sur BGG, là, mais après moi il y en a pas mal. Ouais, ça c'est un peu traite parce que des fois, il y a comme toutes les promos Ouais, il qui y a sont. beaucoup Tu sais, d'extensions, puis tu sais, il y a un jeu comme Dice. 574 entrées. Mais tu sais. Ouais, c'est ça. Mais un jeu comme Dice Masters, là, ça veut dire chaque boîte avec deux bonhommes Ouais. puis un dé, c'est une entrée différente. Puis il y a beaucoup de jeux avec des extensions. Puis Les un promos. jeu comme c'est cool, c'est Simon, Ouais. comme Rising Sun, Hank, puis Blood Rage, il doit avoir 12 entrées chacun parce qu'ils ont des petites promos, puis des extensions, puis des cossins comme ça. Là. Exact. Mais quand même, tu sais, ça démontre que le gars est très prolifique, malgré tout. Vraiment. Au numéro 10, moi, c'est un auteur qui est pas très connu. En fait, qui est moins connu. C'est pas quelqu'un qui a fait des jeux super flashy.
Puis c'est quelqu'un que j'ai l'occasion de croiser souvent quand on va à Gen Con. Fait que c'est toujours le fun d'avoir ce petit contact-là, puis de le saluer, puis de le remercier pour les jeux qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de jeux en temps réel. Je vais passer par les jeux, c'est plus facile. Fait que c'est lui qui a fait Fuse, c'est Kane Klenko. C'est un auteur qui a fait un paquet de jeux en temps réel. Il a fait Fuse, il a fait Flatline, Pandémie, Intervention d'urgence qui est aussi en temps réel. Fait que c'était quand même un peu son créneau des dernières années, les jeux en temps réel. Mais moi, j'ai découvert bien avant ça, bien avant ces petits jeux-là en temps réel, même si je les aime beaucoup. Il avait fait un jeu dans le temps qui s'appelait Covert, qui est une espèce de jeu de placement de dés où on joue des espions, qui était quand même très cool comme jeu. C'est un vieux jeu de Renegade Games quand le temps qu'il commençait. Là. Puis il avait fait aussi Dead Man Tells No Tale, qui encore aujourd'hui est un de mes jeux coop préférés. C'est un jeu dans la famille des pandémies, mais pour moi, je pense qu'il fait mieux, qu'un thème plus cool aussi. Puis vraiment très le fun. Là. Fait que Dead Man Tells No Tale qui a encore une belle place dans mon cœur. Puis c'est lui qui a designé ça. Puis c'est aussi lui qui a fait Flip Ship, qui est un jeu de dextérité, dans mes préférés aussi dans les jeux de dextérité. Fait que tu sais, c'est comme plein de petits jeux qu'il a fait que j'aime beaucoup, puis que j'ai encore, que je veux jouer souvent. Fait que beaucoup de jeux que j'aime de cet auteur-là. Puis c'est rien de flashy, c'est rien de... Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a eu des blockbusters, vraiment, tu sais, Dead Man Ten Hotel, au final, c'est un Kickstarter qui a fait genre 40 000 $. Aujourd'hui, on rirait de ça quasiment, mais en 2014, ben, ça existait plus des petites campagnes comme ça pour des petits jeux, des petits éditeurs. Fait que non, c'est super le fun. Puis il a pas sorti beaucoup de jeux dans les dernières années. Puis c'est justement cet été, je l'ai croisé à Gen Con. Puis là, dans le fond, il sortait à Gen Con, il sortait le deuxième Fuse, donc un Fuse 2, qui est compatible avec le premier. Fait que j'ai pas trop. Je l'ai pas encore. Fait que je sais pas ce que ça rajoute. Puis je sais qu'il y a un autre jeu aussi qui arrive, qui sortait, je pense, à SN, là, qui n'est pas arrivé encore ici au Canada. Fait que c'est ça, tranquillement, il va y avoir d'autres petits jeux qui vont s'en venir. Fait qu'un monsieur très sympathique, puis plein de petits jeux un peu plus underground que j'ai bien aimé, que j'aime encore. Fait que Kane Klenko, ma 10e position. Ouais, je continue avec mon 9e choix. Le gars est principalement connu pour 2 systèmes de jeu qu'il a développés. Res Arcana puis toute la série For the Galaxy. Donc, Monsieur Thomas ou Tom Lemon. L-E-H-M-A-N, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, puis c'est dans le fond, c'est exactement. C'est un gars, d'ailleurs, comme Monsieur Lang, que j'ai pu rencontrer à Gen Con. Monsieur Lang est fort sympathique. Donc, Tom Lemon, surtout connu pour Race for the Galaxy, en fait. Il a fait bien des jeux avant. Là. Il designait des jeux des années 90. Il n'y avait pas vraiment un coup de circuit jusqu'à Race, qui est quoi, 2006, c'est vrai? 2007, là, Race for the Galaxy? À peu près. Dans ces eaux-là. Puis là, ça a explosé après. Puis j'ai aimé comment il a réussi à réadapter les règles de base de Race for the Galaxy dans différents systèmes. T'sais, il a fait Roll for the Galaxy, il a fait celui qui a un plateau qui s'appelle New Frontiers, puis une version rapide, plus simple, qui s'appelle Jump Drive. Puis il a fait bien d'autres affaires, puis après, moi, je trouve qu'il a cimenté son intelligence dans la gestion minimaliste d'un jeu en faisant Res Arcana, qui est assez extraordinaire, puis un petit peu, avec des règles complètement différentes, mais un petit peu à la Race for the Galaxy, de réussir à faire quelque chose d'extrêmement profond, rejouable, avec plein de stratégies, etc., mais avec pas tant de matériel que ça. T'sais, le jeu de base de Race for the Galaxy, c'est toujours bien un deck de cartes avec des jetons de points de victoire, puis c'est pas mal ça. Puis Roll for the Galaxy, tu rajoutes des dés, puis New Frontiers, tu rajoutes le plateau, ils sont tous excellents. Fait que je trouve que c'est un gars qui est vraiment capable de faire beaucoup avec peu. C'est peut-être ça que j'aime beaucoup dans sa signature, même si c'est un certain design, il y a quand même beaucoup de matériel, New Frontiers, c'est des tuiles, tout ça. Mais ça reste quand même des systèmes de jeu simples. C'est un gars qui a popularisé une de mes mécaniques de jeu préférées, là, de je choisis l'action que nous faisons pour le tour, j'ai un bonus pour cette action-là, mais tout le monde va faire cette action-là, qui était dans des jeux comme, je pense que Puerto Rico avait ça aussi, etc. Mais tu sais, qui a popularisé, peut-être pas inventé le système, mais tu sais, qui l'a popularisé beaucoup grâce à Race, puis Roll, 7-8 ans plus tard. Fait que... Puis le système minimaliste de ce que tu peux faire dans Res Arcana, je trouve ça extraordinaire. C'est le même gars qui a pensé à ça. Puis il a designé bien d'autres choses aussi, mais je pense que c'est surtout ça, ces deux principaux jeux. Ces deux pépites, là.
ces deux principaux systèmes là, que je trouve très intéressants. Fait que je suis toujours curieux. Puis, tu sais, j'aimerais beaucoup essayer Dice Realms, ce qui est sorti l'année passée, mais qu'on n'a pas encore mis la main dessus. La compagnie était supposée nous en envoyer, mais ça s'est pas fait finalement. Mais éventuellement, j'aimerais bien ça l'essayer. Je sais qu'il est un petit peu moins bien coté, mais quand même, je serais très curieux de voir qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec ça. Donc, Monsieur Thomas Lemon, un gars que je suis toujours curieux quand il sort quelque chose de nouveau. Cool. Mon numéro 9, c'est un autre auteur qui est moins flashy, mais qui fait des jeux très familiaux. Fait qu'il est reconnu pour faire des jeux qui sont simples, qui sont efficaces. Fait que c'est Monsieur Phil Walker Harding qui a fait Sushigo, d'ailleurs, qui était probablement un de ses gros blockbusters. On l'a rencontré à Gen Con cet été, justement, pour la première fois. C'était son premier Gen Con. Donc, c'est ça. Ce que j'aime dans lui, c'est la simplicité de ses jeux. C'est des jeux que souvent, il y a 3-4 pages de règles. C'est des jeux ultra simples, tu te perds pas dans les règles. Mais c'est des jeux simples, familiaux, mais qui ont tout le temps des belles décisions. Tu as tout le temps un peu de stratégie, des choix à prendre. OK, je peux faire telle action, tel système. Fait qu'il y a tout le temps des trucs intéressants dans un jeu en toute simplicité. Puis c'est des jeux familiaux, fait que souvent, tu sais, c'est des jeux qui vont jouer en dedans de 60 minutes aussi. Il y en a des plus courts, il y en a des plus longs. Ces jeux populaires, ben, ça a évidemment été Sushigo, un petit jeu de cartes super populaire qu'on a fait jouer à un tonne de jeunes à l'école. C'est toujours un jeu qui pogne, qui est le fun. Initié au draft, c'est parfait. Il y a aussi eu dans les dernières années Baron Park, qui était quand même assez populaire dans le polyomino. Encore une fois, tout en toute simplicité. Pas trop de flafla, on place nos affaires, on essaie de compléter des zones, on fait des points. On essaie d'aller chercher les tuiles le plus rapidement possible pour faire des points. Puis je vous dirais mon jeu peut-être préféré dans ceux qu'il a fait, ça serait Gizmo, je pense. Un petit engine building vraiment brillant comme jeu. C'est un jeu que tu as comme 4 actions principales, puis tu fais une des 4. Puis là, tu vas aller éventuellement acheter des petites cartes de Gizmos qui sont des ajouts que tu vas ajouter à ces 4 actions-là. Fait que tes actions vont devenir plus efficaces plus la partie avance. Puis là, tu vas essayer de faire des synergies comme ça. Tu as des billes dans un bassin. Là, fait que les ressources sont sous forme de billes. Il y a de différentes couleurs. Puis tu vas essayer de jongler avec ça. Là. Fait que non, Gizmo, c'est vraiment une belle surprise. Il a sorti des jeux comme Adventure Games aussi avec le petit aspect narratif qui était quand même intéressant, qui nous faisait penser à des jeux de escape game, des jeux comme Imhotep. Il avait été nominé au Spiel, je me souviens pas, je me souviens pas s'il avait gagné ou pas. Fait que, bref, il y a quand même beaucoup de reconnaissance dans le milieu. C'est un auteur qui vient comme de l'Australie. Fait que c'est le fun aussi de voir une implication là, venant d'un autre continent, puis qui est quand même capable de faire des board games avec un paquet de compagnies différentes, autant en Europe, en Amérique et tout ça. Fait que non, un auteur très sympathique qu'on a rencontré, puis j'aime encore ses designs. Son vieux jeu Cacao aussi, qui est un de mes jeux de placement de tuiles préférés. Fait que non, plein de petits jeux encore une fois qu'il a fait, puis qui ont une belle place dans mon cœur. Fait que dès qu'il fait un jeu, je m'y intéresse pour toutes ces raisons-là, parce qu'il est capable de les simplifier tout en gardant un système de jeu qui te donne des choix et des décisions intéressantes. Fait que c'est mon numéro 9, Phil Walker Harding. Bon choix. Je vais y aller avec mon numéro 8, qui était, je pense, une des têtes d'affiche de FFG là, au milieu des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010. C'est mon ami Kevin Wilson, qui a fait tellement d'affaires avec FFG. Tu sais, c'est lui, Cosmic Encounters, les Fury of Dracula. Arkham Horror. Arkham, c'est principalement mon titre que j'aime beaucoup de Kevin. Puis lui, ça a été dur de l'isoler de d'autres auteurs, entre autres comme Corey Koenig. Lui, là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de design. Il n'y a pas beaucoup de design dans ceux que je vais nommer, qu'il y a juste le nom de Kevin Wilson. C'est souvent avec quelqu'un d'autre dans le temps qui travaillait pour FFG. Mais tu sais, Civilisation, qui est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Descent, 2e édition, qui a pu donner éventuellement la 3e édition. Je pense pas qu'il y ait designer la 3e, mais il était designer sur la 2e. Fait que, tu sais, Fear of Dracula, il y a plein de bons jeux, Cosmic Encounter. Il y a plein de super bons jeux. Puis tu sais, dans les dernières années, il a travaillé avec des plus petites compagnies. C'est lui qui a sorti des jeux, par exemple, comme Stygian Society, qui est un jeu très méconnu, mais que je trouve super bon. C'est lui qui a fait récemment, c'est sorti en magasin dans la dernière année, j'aimerais bien essayer Stuff of Legends. Ouais. C'est lui qui l'a fait aussi. Présentement, je suis en train de faire la campagne de Kinfire Chronicles. C'est lui le designer.
de ça aussi. Fait qu'il travaille avec des plus petits publishers, ce que je trouve intéressant. Fait que, je trouve qu'il y a un parcours qui ressemble justement à son co-auteur sur bien des jeux, Corey Connection. Ouais. Je sais pas si je le prononce comme faux, mais en tout cas, lui, où il a travaillé pour une énorme compagnie pendant des années. Puis là, il travaille pour plusieurs plus petites compagnies, puis il essaye des designs différents, puis d'autres choses différentes. Puis je trouve que le gars, il a plein de superbes idées. Quand j'étais en train de faire la campagne de Kingfire Chronicle, puis tu vois que le gars, c'est pas la première fois qu'il design des dungeon crawl, puis ce type de jeu-là, il a des bonnes idées. Fait que, tu sais, pour l'espèce de CV quand même assez impressionnant quand tu descends la liste de jeux qu'il va avoir, tu sais, qu'il a fait dans les 20 dernières années, c'est vraiment un nom. Fait que quand je le vois sortir des trucs via Kickstarter avec des petites compagnies, je suis toujours curieux de voir, OK, le Kevin Wilson a fait le jeu, il sort un jeu, j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. Puis à date, il n'a pas joué à grand-chose que j'ai pas aimé. C'est pas toujours mes préférés. Tu sais, Elder Sign, c'est pas mon jeu, mon jeu de dés préféré. Je le trouve bien, je le trouve intéressant. Même Fury Dracula, c'est lui, je pense, qui avait fait Wizwar aussi. Fait que c'est pas tous des jeux sur lesquels je trippe, mais c'est tous des beaux designs. Il y a toutes des bonnes idées là-dedans. On voit qu'il est habitué de travailler avec des grosses affaires. Fait que j'aime beaucoup Kevin Wilson, donc mon numéro 8. Ouais, c'est le fun qu'il travaille avec des compagnies un peu plus indie maintenant, C'est hein. ça. Ouais, un peu comme ça. Je trouve que les deux ils ont un parcours un peu similaire. Là. Fait que c'est ça. Puis il en a fait bien d'autres, je me trompe pas. C'est même lui qui avait fait la série, tu sais, le Teenage Mutant Ninja Turtle puis le Batman, Ah, je pense que oui. que tes 2D aux extrémités, tes voisins peuvent l'utiliser dans des jeux coop. Là, je pense que c'est lui qui a fait qui a fait le design aussi. Je ne l'ai pas noté dans mes jeux Kevin Wilson, mais il me semble que c'est lui qui a fait ça. Le Batman Animated Series, puis le TMNT, je sais pas quoi. Là. Ouais, ouais. Shadows of the Past, ou une affaire de genre. Ouais, il me semble que c'est lui. Je Ouais. pense que c'était lui. Fait que, tu sais, beaucoup de variété dans ce design. Parfait. Et Bon voilà, choix. numéro 8, Kevin Wilson. Moi, mon numéro 8, c'est un choix un peu bizarre parce que c'est principalement à cause d'un jeu que j'ai choisi cet auteur-là, mais OK. c'est tellement un jeu qui a un gros Je sais. impact que je m'intéresse maintenant à ce qu'il va faire ou ce qu'il va sortir. Là. Puis c'est pas nécessairement des jeux qui sont dans mon style de jeu habituellement, fait que c'est pour ça que c'est bizarre. Fait que j'ai mis l'auteur de Root, quand même, OK. qui est Cole Worley. Qui a pas fait tant de jeux que ça. Là. Il a fait genre 5-6 jeux au final. Là. Ben, il était pas dans ta liste de designers émergents, justement? Oui, je l'avais mis parce qu'il il Ouais. était justement à 5 jeux. Je pense que genre le OK. sixième, il était en socio-financement ou quelque chose comme ça. OK. Fait que tu sais, au final, j'ai joué à 2 jeux de cet auteur-là. J'ai joué à Root, évidemment. Puis j'ai joué à Pax Pamir au printemps dernier. Sinon, c'est l'auteur qui a fait John Company, qui a fait Oath. Puis là, son jeu qui est en production, c'est Ark, le dernier Kickstarter qu'ils avaient fait là, chez Leather Games. Donc, c'est principalement pour Root que je le mets, parce que, tu sais, pour moi, Root, ça a été tellement un gros coup de cœur, instantané. Puis le design qu'il y a derrière ce jeu-là, c'est comme hallucinant, tu sais, de voir tout l'équilibre, l'interaction entre les différentes factions, toute la symétrie qu'il a développée dans son système avec Root. Tu sais, juste tout le développement qui a été fait derrière ce projet-là, c'est débile. Puis d'avoir réussi à le faire, puis d'avoir réussi à tenir ça ensemble, puis que ça s'imbrique bien. C'est tout un exploit en soi. C'est clairement un jeu qui ont développé des années chez Leather Game avec c'est le petit team de développement. C'est la même équipe, mettons, qui avait développé Vast, qui ont aidé à développer celui-là aussi. Là. Les mêmes personnes ont travaillé sur les 2 projets. Mais c'est ça, ils ont fait de quoi, je pense, de très grand. C'est Ouais. ce qui fait, entre autres, la popularité de Root, je pense. Là. C'est justement tout le développement qu'ils ont mis à l'intérieur de tout ça. Fait que non, c'est toujours super intéressant d'y jouer. Puis tu sais, je serais quand même curieux d'essayer ces autres jeux, même si c'est peut-être moins dans mes cordes comme style de jeu, mais le génie de design qui est derrière ces jeux-là de Cole Worley, je pense que ça vaut la peine d'essayer de découvrir les jeux qu'il fait. Puis c'est ça, c'est des jeux hautement en interaction. Fait que les gens qui aiment beaucoup ce genre de jeu-là, interaction de joueurs qui va driver la game, ben, c'est un style de jeu, je pense, que vous allez aimer pour Code Worley. C'est quand même des jeux qui sont lourds, qui ont beaucoup de règles. Parce qu'évidemment, c'est des jeux qui ont souvent une asymétrie, tout ça aussi. Fait que c'est plus long à expliquer, c'est plus long à maîtriser. Mais une fois qu'on tombe dedans, c'est vraiment des belles expériences de jeu. Fait que vraiment du beau travail. Puis c'est clair que c'est un nom que je vais suivre à chaque fois qu'il va me faire un nouveau projet ou quoi que ce soit. Je vais m'y intéresser à cause de Root. Fait que Ouais. mon numéro 8, Cole Worley. Qu'on avait rencontré à Gen Con d'ailleurs, l'année de la Ouais. sortie de Root. Sympathique personnage aussi. On avait jasé, fait une petite entrevue avec lui. Là, fait que c'est ça. Très cool. Ouais.
Je continue donc, on est rendu au numéro 7. Yes. C'est ça? Ouais. Je vais y aller avec un duo d'auteurs. Oh Dans, yeah. dans les recherches que j'ai faites, j'ai pas vu, je les ai toujours vus leurs deux noms ensemble. C'est deux personnes qui s'appellent Daniel Mendel et Ben, si je le prononce bien, c'est Sichowski. OK. Ils ont fait quel jeu, mettons, que j'ai trouvé? Ils ont fait, dans le fond, c'est principalement pour une raison. C'est eux autres qui ont designé la série Encounters. Fait qu'ils ont pris Legendary OK. Marvel, puis ils ont transformé ça avec les Encounters. Fait que c'est les designers de tous les Encounters. Fait que Legendary, Alien, Ah ben ouais. X-Files, c'est pas Serenity, mais en tout cas, cette série de télé-là, je ne me rappelle plus comment que. Firefly. Firefly, James Bond, Matrix, etc. C'est eux autres qui ont fait ça. Ça, c'est Eux autres, dans le Ben. fond, ils travaillent beaucoup avec le système Versus aussi. OK. Avec toutes les Versus games, c'est eux autres. Mais ça, c'est des jeux que je trouve bien, là. J'en ai essayé quelques-uns, mais c'est un deck de cartes, là, c'est un combat entre deux joueurs sur une thématique quelconque, là. Fait que c'est un système de cartes qui est bien, mais sans que je trouve trop particulièrement extraordinaire. Mais juste la job qu'ils ont faite avec tout le système Encounters, puis qu'encore aujourd'hui, dans le fond, si c'était pas de Matrix, il aurait peut-être été 19e. Mais tu sais, là, ça commence à faire 10-12 ans que cette série-là elle roule, puis ils continuent à sortir des nouveaux jeux, puis ils continuent à se réinventer à chaque fois avec le même système de base, mais aller chercher des nouvelles idées. Quand tu joues à Legendary Matrix ou Legendary Firefly ou Legendary Alien, tu as le même système de base, mais tu n'as pas tout à fait l'impression de jouer au même jeu. Ça t'aide à comprendre les règles, évidemment. Tu sais, le système se ressemble quand même, tu as les mêmes icônes, etc. Mais il y a tout le temps de twist où tu reconnais la saveur thématique du jeu auquel tu es en train de jouer. Matrix, où tu sors là-dedans, Matrice, dans la réalité, Alien, avec les monstres qui te sautent dessus, tu peux en transformer, tu peux en devenir un toi-même, Predator, Firefly, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment, chaque jeu a une nouvelle idée, un nouveau concept, c'est super intéressant. Puis mine de rien, en plus, c'est eux autres qui ont pris le jeu de cartes Hero Realms puis qui l'ont transformé en mode coopératif Ah dans un système ouais. de campagne. C'est eux autres les designers de la campagne coop, qui est les ruines de Thundar, puis une autre affaire, là. L'autre série, là, fait que les deux campagnes coop d'Hero Realms, c'est eux autres qui les designent. La troisième aussi, qui est passée sur Kickstarter il n'y a pas très longtemps, c'est eux autres qui les font. Rajoute à ça le système Versus. C'est quand même des gars puis ils ont énormément d'autres designs. C'est à peu près tous des jeux de cartes de différents systèmes, C'est là. un petit peu jeu de Différents cartes, là. systèmes de jeux de cartes. Fait que tu sais, c'est des gars qui font des jeux de cartes, mais ils travaillent aussi pour voyons, les Legendary Encounters, c'est Upper une Deck. compagnie de jeux de cartes. Upper Deck. Fait qu'ils travaillent pour le Versus aussi, c'est Upper Deck Ouais. qui fait ça. Fait qu'ils ont l'air de travailler à peu près exclusivement pour eux autres. Fait que c'est à peu près tout ça leur jeu, Versus, Legendary Encounters, puis une couple d'autres jeux de cartes. Donc, voilà. Fait que ces autres, si j'apprends qu'ils sortent un prochain Encounters, tu sais, c'est un achat assuré comme tous les autres qui sont sortis avant. Voilà. Donc, pour cette raison-là, en numéro 7, M. Daniel Mendel et Ben, je pense que c'est Sichowski. On s'excuse pour la prononciation. Je suis pas sûr à 100% comment ça se prononce. Bon, ça a l'air de ça. Et voilà. Ouais. Parfait. Mon numéro 7, j'y vais avec le chouchou de la francophonie. Bruno. Avec Bruno Catala. Donc Bruno qui a fait tellement de jeux différents, qui sort des jeux à chaque année, plusieurs sorties, avec plusieurs éditeurs aussi. Là, c'est quelqu'un qui se promène beaucoup d'éditeur en éditeur, qui fait beaucoup de freelance. La particularité de Bruno, bon, c'est sûr qu'il y a aussi une petite composante humaine, parce que c'est un auteur que j'ai côtoyé, que ce soit dans les conventions, que ce soit, on l'avait invité aussi, on a fait un podcast avec lui aussi une fois. Fait que c'est toujours quelqu'un de bien ouvert à participer à des collaborations. C'est toujours le fun de rencontrer des conventions, de jaser. Quand il est invité dans des conventions, justement, il donne toujours du temps pour rencontrer les gens, faire des petites dédicaces, des boîtes de jeux. Fait que, tu sais, il prend le temps de bien le faire. Il est venu cet automne à Québec au Delirium. Il a passé toute la fin de semaine. Fait que, il faisait essayer ses protos au monde. Il jouait avec le monde. Il y avait des petites séances aussi de dédicaces. Fait que, vraiment quelqu'un de disponible. Quelqu'un de proche des joueurs. Qui est facile d'approche aussi. C'est quelqu'un... c'est facile de l'approcher. C'est pas quelqu'un qui a une tête enflée. Là, fait que c'est vraiment quelqu'un qui est le fun à jaser. Puis qui a un beau parcours aussi. Qui a fait beaucoup de choses dans les dernières années. C'est sûr que côté jeu, les blockbusters qu'il a fait pour moi, ben, c'est sûr que Seven Wonders Duel qu'il a fait avec Antoine Boza, ça reste dans les très très bons qu'il a fait.
j'étais quand même un gros fan de la série King Domino, même si, bon, ils ont pressé le citron pas mal là-dessus, mais ça reste un système que j'aime beaucoup pareil. Un jeu comme Five Tribes que j'aime encore beaucoup. Dans le temps, j'avais beaucoup aimé Mission Red Planet aussi, qui avait fait avec Bruno Fedouti. Fait que, autant des plus vieux jeux qui ont traversé le temps, qui ont eu des rééditions des dernières années aussi, là. On peut penser à des jeux comme Cléopâtre, La Société des Architectes, des vieux Days of Wonder du début des années 2000 qui ont eu des rééditions il n'y a pas longtemps. Fait que, autant de ces jeux qui sont vieux, qu'on remet au goût du jour, puis ils sortent des nouvelles affaires aussi. Fait qu'on attend le prochain Shadow over Camelot. Voilà. Fait que, il a fait des jeux dans tous les styles. Ces jeux, c'est souvent des jeux, encore une fois, pas très compliqués. C'est des jeux qui n'ont pas tant de règles que ça. Encore une fois, des jeux qui vont offrir des décisions intéressantes pour les joueurs. Des jeux, d'habitude, les jeux de Bruno Catala ont quand même des beaux visuels, mais ça dépend de l'éditeur. Fait que c'est pas vraiment lui qui contrôle ça. Puis je trouve la particularité de Bruno Catala, c'est que si vous regardez les jeux qu'il a fait, il y a très peu de jeux qu'il a designés en solo. Donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de collaboration. Fait que dans le fond, il fait beaucoup de co-design avec d'autres auteurs. Fait qu'il travaille. La majorité de ses jeux sont tout le temps en duo. Il est tout le temps avec un autre auteur. Il en a fait beaucoup avec Ludovic Maublanc, Théo Rivière, Bruno Fedouti, il en a fait quelques-uns aussi avec lui, avec Antoine Boza. Fait qu'il fait des collaborations avec un paquet d'autres auteurs. Fait que c'est le fun de voir. Je trouve que le fruit de deux têtes, ça donne un peu sa twist ou sa spin différente. Un peu comme Seven Wonders Duel, oui, c'est Antoine Boza qui est derrière Seven Wonders à la base, mais le fait que d'avoir amené Bruno sur le projet, ça a permis peut-être d'avoir justement des idées un peu plus outside the box ou qui a réussi à amener dans le système. Fait que toujours le fun de découvrir les collaborations qu'il fait avec d'autres auteurs puis les versions duel qu'il nous pond de d'autres jeux. Fait que non, c'est quelqu'un que je suis évidemment de près. Puis qu'il y a aussi sa chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse de le suivre. Il y a une petite chaîne YouTube où des fois il présente des vidéos, des protos qu'il fait, puis des trucs comme ça. Il est peut-être un peu moins actif présentement, mais en tout cas, pendant la pandémie, il mettait quand même pas mal d'affaires sur sa chaîne YouTube. Fait que c'est facile de le suivre dans ce temps-là. Fait que Bruno, mon numéro 7. Alright, ton numéro 7 a un point commun avec mon numéro 6, un nom probablement que tu t'attendais à voir éventuellement. Fait que je continue avec David Turczi. Ben oui. Sans grande surprise. Puis l'une de ses caractéristiques, justement, c'est qu'il y a un point commun avec M. Catala, c'est-à-dire qu'il fait énormément de collaborations. Ouais, c'est vrai. Il va travailler beaucoup avec différents auteurs sur différents jeux. C'est pas rare, c'est relativement rare que son nom soit seul sur une boîte de jeux. Puis justement, la raison qu'il n'est pas un ou deux, c'est que les jeux qu'il a fait seul, c'est pas nécessairement mes préférés. Excavation Earth, par exemple, c'est un bon jeu au Kitchen Rush ou Rush MD, je pense que c'est lui qui a fait ça aussi. Kitchen Rush, c'était pas tout seul. Tu vois, en plus. Fait que, mais il y en a, ils vont en faire beaucoup. Dice Settlers, il était tout seul, puis c'est bien comme jeu, mais je pense que tu as déjà joué, c'est ça, c'est bien. C'est correct. T'as jamais joué? Non, j'ai jamais joué. C'est correct. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Je l'ai encore parce que c'est David. Mais bref. Mais le gars, il a fait des jeux extraordinaires dans des collaborations qu'il a faites, Anachronie, Tekkenu, qu'on voit ici. J'aime beaucoup les deux séries d'Imperium. Il y a eu un travail de design sur Voidfall. Il a fait Persévérance. Il a travaillé sur Persévérance également de Mind Clash. Il a fait Tawante du Suyu, si je le prononce bien. Je suis pas certain. Il a fait les deux jeux en temps réel dans une cuisine puis dans un hôpital, qui est Kitchen qu'on voit à l'écran, puis l'autre s'appelle Rush. Rush MD. Rush MD. Puis il en a fait plusieurs autres. Je sais que vous avez, au podcast, vous avez discuté, je pense, ou vous allez faire éventuellement, ou vous avez parlé, en tout cas, bref, de Nucleum. Le dernier qu'il a fait avec Tachini. Non, c'est Simone Luciani. Luciani. C'est, je pense que c'est Tekkenu qui a fait avec Tachini. C'est tous ces jeux sur cette photo-là, j'imagine? Ouais. À cette il y en a plein. Mais je pense qu'il y a une des deux piles, c'est les modes solo qu'il a fait, puis une des deux piles, c'est des... C'est ça. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est ça, j'y arrivais. L'autre affaire, c'est qu'évidemment, il est célèbre pour faire à peu près tous les modes solo de tous les board games Euro qui sont sortis dans les 5 dernières années. Là. J'exagère à peine en disant ça. Là. Il y a énormément de modes solo qui sont designés par David Turczi. Plusieurs sont excellents, pas tous. Puis
pour les aimer, pour ceux qui le connaissent, il faut aimer des modes solo qui sont très procédurales. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Les modes solo sont généralement assez ardus à apprendre ou à tout le moins à faire fonctionner parce qu'habituellement, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Puis, il faut qu'il fasse ça, ça, ça. Tu sais, il a fait un mode solo pour le petit jeu Blitzkrieg là, de Paolo Mori. C'est lui qui fait le mode solo. Puis, c'est un jeu extrêmement simple. Puis, il est plus long à jouer en solo qu'à deux, étant donné que le mode solo, il y a tellement d'étapes à suivre pour Ouais. savoir le vilain. Ben, pas le vilain, mais l'ennemi, il va placer ses jetons où. Par contre, quand tu joues un mode solo, c'est comme si tu jouais contre quelqu'un qui sait jouer au jeu et qui est bon. Ouais, c'est ça. Il prend, il va prendre aucune mauvaise décision. Tu vas avoir un vrai challenge. Ça va être difficile. Puis tu as généralement des conditions de victoire assez claires là, en termes de points à accumuler. Là. Tu essaies de battre le score du mode que l'autre joueur va faire comme si tu jouais à deux. Là. C'est toujours des héros qui fait. Fait que un gars qui a des idées de design assez extraordinaires, qui part dans tous les sens dans les jeux qu'il va faire. Il fait des petits jeux. C'est lui qui a fait le petit jeu de Roll and Write que tu as parlé il n'y a pas très longtemps, là, qui est basé sur le jeu de société, qui est une affaire de vengeance de film. Là. Ça s'appelle Vengeance, justement, je pense. Ah oui, Vengeance, le Fight Ouais, and Right. ouais, c'est ça. C'est lui qui Ou le travaille Roll, non, dessus Roll aussi, and tu Fight, sais. en tout cas. Je me rappelle plus comment il est Ouais. formulé, mais celui-là, là, qui était pas extraordinaire, justement. Non, Mais effectivement. c'est ça, mais il part dans tous les sens. Fait que, tu sais, c'est un gars que je suis toujours curieux quand il arrive avec quelque chose, parce que ça va être des idées. Tu sais, je sais que je ne triperai pas nécessairement. Tu sais, il y en a que je tripe vraiment solide et que je vais adorer, d'autres que je vais aimer moins, mais je suis toujours curieux de voir, OK, il s'en va où là, dans sa prochaine idée, qu'est-ce qu'il va développer, qu'est-ce qu'il va amener, qu'est-ce qu'il va tenter comme une nouvelle expérience. Fait que le gars, je trouve ça toujours intéressant quand il sort quelque chose de nouveau. Il est souvent associé avec la compagnie Mind Flash Games. Pas toujours, mais régulièrement. Il travaille sur beaucoup, beaucoup de leurs projets. Puis c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Donc, voilà, Monsieur Turchi, mais aussi super sympathique en plus, très confiant envers lui-même. Vraiment. Euh, Drôle de il a bébite. beaucoup de confiance dans ses jeux. C'est une drôle de bébête, ouais, Ouais, si on peut le ouais. dire comme ça. Super, il est très très drôle, très très énergique. Là, il bouge pas en place, je comprends pourquoi il design 14 jeux par année. Il tient pas en place 2 secondes. Mais voilà, fait que Monsieur Torchi, 6e position, que j'aime beaucoup. Parfait. Mon numéro 6, moi aussi, j'y vais avec un duo d'auteurs. Donc, un duo d'auteurs qui ont fait plusieurs jeux ensemble. Je vais y aller avec Shem Phillips euh, et S.G. McDonald. Donc, qui ont designé les Royaumes de l'Ouest. Je pense que c'est juste eux autres. C'est peut-être pas lui, en tout cas. Bref. Non. Donc, Shem Phillips qui est à gauche ici, qui a l'air d'un viking pour vrai. Donc, c'est ça. Ils ont designé ensemble les 3 jeux de la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Donc, Architecte, Paladin et Vicomte. Puis, Shem Phillips avait fait avant la trilogie de la mer du Nord, là, donc avec les Charpentiers, les Pillards et les Explorateurs. Pillard qui était un excellent jeu, les Explorateurs qui étaient bien, puis Charpentier qui était mauvais. Mais ils l'ont ressorti dernièrement, donc avec les extensions pour justement. Il a avoué lui-même sur des blogs que ouais, le premier jeu il était pas bien bon, fait que j'ai fait une extension pour le corriger. Tu sais, faut quand même que tu sois assez humble pour admettre ça. Là. Ouais. Mais c'est ça. Lui aussi, ça a été vraiment quelqu'un qui a vu le jour, qui a créé sa compagnie avec Kickstarter. Fait que c'est le genre de compagnie que s'il n'y avait pas eu Kickstarter puis ce sous-financement, ça n'aurait jamais existé dans le fond. Garfield Games, là, dans le fond, qui publie ses jeux. Fait que c'est le fun de voir le succès. T'sais, Pillard, là, je pense que la première campagne de Pillard, c'était une affaire de 50 000, entre 50 et 80 000 maximum là, que ça avait levé comme campagne. C'est très très peu. Puis après ça, ça s'est sorti en magasin, ça s'est fait connaître, ça a explosé. Puis là, quand ils ont sorti la campagne d'extension, ça a fait beaucoup d'argent. Puis là, c'est ça qui l'a fait connaître après. Mais je pense qu'ils ont vraiment accompli quelque chose de solide avec la deuxième trilogie. Oui, c'est Pillard qui l'a fait connaître, mais ce qu'ils ont fait avec la trilogie des Royaumes de l'Ouest, c'est exceptionnel. Ces 3 jeux-là, c'est vraiment 3 belles merveilles de design. C'est les 2 mêmes auteurs, mais c'est 3 jeux qui s'en vont vraiment dans des styles totalement différents, tout en restant des espèces de jeux de gestion, des jeux euro. Il y avait les 3 l'espèce de thématique de tu peux avoir de la corruption ou tu peux être gentil ou méchant. Là. Puis tu avais une piste qui représentait ça dans les 3 jeux. C'était comme un peu le thème qui unissait ces 3 jeux-là, un peu plus médiéval.
Mais ils ont réussi à faire des jeux qui sont totalement différents, qui sont vraiment le fun, vraiment engageants à jouer. Fait que c'est vraiment un énorme succès qu'ils ont fait avec cette trilogie-là. Là, ils ont commencé la trilogie des Tigres du Sud. Le premier que j'ai trouvé le fun, que j'ai bien aimé. Le deuxième qui va arriver très bientôt, là, d'ici la fin de l'année 2023. Fait qu'on va pouvoir l'essayer, qui est Érudit du Tigre du Sud. Puis il va en avoir un autre aussi l'année prochaine. Fait que c'est vraiment cool. Je trouve la façon de faire les trilogies, c'est une façon originale, le fun. Les joueurs se sentent investis parce que ils ont appris le premier jeu. Fait que là, dans le deuxième, tu sais que, mettons, les symboles, les trucs vont revenir. Tu as des concepts qui vont chevaucher. Fait que ça facilite comme l'apprentissage de passer d'un à l'autre dans leur trilogie. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Donc, Shem Phillips et S.G. McDonald, que je vais vous montrer aussi. Là, quand même, on va lui donner du crédit. Là. Donc, c'est le petit monsieur ici. Ah, fait que c'était-tu eux autres sur l'autre photo? C'était-tu lui? Peut-être. Non, c'était pas lui. Okay. Je pense pas. Non, fait que ça, c'est S.G. McDonald. Fait que je suis toujours content de découvrir les prochains jeux qui vont nous pondre. Donc, automatiquement, un duo qui est sur mon radar, puis que j'ai hâte de continuer à découvrir leur travail de design. Fait que vraiment une belle équipe. Puis des jeux super intéressants et engageants. Donc, mon numéro 6, Shem Phillips et S.G. McDonald. Bon, j'ai enfin trouvé une photo avec eux autres deux. Donc, Shem Phillips et S.G. McDonald, qui sont mon numéro 6, un duo d'auteurs. Parfait. Je continue sur la chaîne avec mon numéro 5. Mon numéro 5, qui va être, si je ne me trompe pas, le premier auteur de ma liste que j'ai joué à peu près à tous ces jeux, ou presque tous ces jeux, et j'ai aimé tous ceux, à tout le moins, tous ceux auxquels j'ai joué. C'est un auteur, en plus, qui est si haut placé parce qu'il a développé une mécanique de jeu en une nouvelle composante de jeu. Mm-hmm. Puis, étrangement, qui n'a pas été si copié que ça. Je parle évidemment de mon bon ami, M. John D. Clare. Yes. John D. Clare, tu sais, fait que si on y va... Puis c'est un gars, en plus, je trouve ça fascinant, c'est un gars qui est capable d'aller dans des petits jeux simples, Space Base, c'est un très bon exemple, qui s'explique qu'en quelques minutes, une partie, c'est moins d'une heure, c'est réglé. Même chose pour Cubitos, qui est un petit jeu de dice building game, un jeu de course, mais avec du dice building, c'est clairement quelqu'un qui aime les courses. Il va faire des jeux de party, un de mes jeux de party préférés qui est Ready Set Bet, qui est un jeu de course déjanté, mais il va faire des machines de guerre comme jeux comme Edge of Darkness ou Dead Reckoning, des jeux de 3 heures avec énormément de composantes. C'est un gars que le deck building ou une forme de deck building, il revient dans ses jeux. Cubidos, il y en a une forme. Mystic Vale, qui est très connu pour ça. Il y en a une forme. C'est avec Mystic Vale. C'était-tu Mystic Vale le premier ou Custom Heroes? C'est Mystic Vale. Je pense que c'est Mystic Vale qui est venu en premier, qui a inventé peut-être que ça avait été utilisé avant, mais à tout le moins qui a popularisé le card crafting, où on a toujours le même nombre de cartes tout au long de la partie, mais on va modifier les cartes en tant que telles. Il a fait une version d'un jeu de cartes très populaire au Québec qui s'appelle Custom Heroes, qui est un jeu de levée où les cartes vont évoluer, puis pas nécessairement nos cartes, mais les cartes en jeu vont évoluer tout au long de mesure que la partie va avancer. Fait que je trouve que c'est un gars qui a un range extraordinaire. Il est versatile. Dans ce qu'il est capable de faire. Il est extrêmement versatile. Des petits jeux simples, des gros jeux très complexes. La photo est très cool sur le d'un cowboy en montagne. C'est un gars de la Californie. Oui. Puis il a fait d'autres jeux qui sont moins connus, malheureusement, qui n'ont pas marché, mais qui sont très bons. Je pense entre autres à comment s'appelait son gros jeu de contrôle de territoire post-apocalyptique, Downfall. C'est super bon, mais ça passait complètement à côté du radar. C'était fait avec TMG. Okay. C'est ça? Taster Minstrel Game, c'est ça, qui est fermé depuis. Il en a fait quelques-uns que je n'ai pas essayé. Ecos, je n'ai pas essayé. Puis il y en a un qui est sorti cette année, là, basé sur une série télé, là, que je n'ai pas essayé non plus. Genre Viking, on va faire du genre. Et quand j'ai joué, c'est quand même cool. C'est un genre de bingo, là. Ouais. Bingo, puis on construit comme un monde, puis on essaie de scorer des animaux. Fait que c'était quand même cool. Puis moi, j'ai joué à Empire's End récemment. Qui est quand même très cool aussi, là. C'est ça, fait que je trouve que le gars, il a vraiment des idées bonnes. Puis contrairement, tu sais, la raison pour laquelle il est si haut, c'est que tous les jeux que j'ai essayés, il y en a que j'ai aimé un peu moins, mais c'est pas encore arrivé que je joue un jeu, je fasse comme, celle-là, j'ai pas aimé ça tant. Je les ai toutes aimés, c'est tout, mettons, des 7, 7.5 sur 10 en montant. Fait que pour la versatilité qu'il a,
pour le card drafting qui est ajouté, qui est une belle invention, puis qui, étrangement, j'ai rarement vu des jeux qui reprennent ce concept-là, alors que d'habitude, que ce soit du deck building, du dice placement, etc., quand il y a un concept qui part puis qui pogne, tu le vois dans plein de jeux après, mais lui, pour une raison que je m'explique pas, on ne l'a pas vu tant par la suite. C'est vrai. Puis ça, c'est des beaux jeux. Dead Reckoning, c'est le dernier gros que j'ai joué de lui. Je n'ai pas encore Sam Parson, puis c'est vraiment, vraiment très bon. Fait que voilà, plusieurs jeux dans mon top 100 dans sa liste. Je pense qu'il y en a 2, 3 dans mon top 100. 2. Fait que, puis le prochain top 100, il va en avoir 3. Oh, nice. Parce que Ready Set Bet, il n'était pas dans le dernier top 100, je pense. Ouais, ça se peut, il n'était pas sorti. Trop récent. J'ai failli le mettre dans ma liste, mais il n'a pas fait la cote. C'était lui que je me disais qu'il aurait peut-être... Il était dans ma shortlist, c'est quand même aussi un auteur que j'aime bien, mais il fallait en choisir 10, qu'est-ce que tu veux. Fait que mon numéro 5, mon numéro 5. je vais avec un classique, donc j'y vais avec Ignacy Trzewiczek, qui a fait Imperial Settlers, entre autres, donc c'est celui qui est parti Portal Games. Une compagnie polonaise qui a édité quand même des jeux très populaires là, dans les dernières années. Donc, je pense que pour moi, ces 3 blockbusters à Ignacy, c'est évidemment Imperial Settlers, qui est probablement le jeu pour lequel il est le plus connu. Imperial Settlers et 51 State, qui est à peu près le même système de jeu, là, si on veut, un genre de engine building avec des cartes, avec des factions un peu asymétriques. Robinson Crusoe, un excellent jeu coop, thématique à fond. Un gros jeu difficile de placement d'ouvriers coop, c'est quand même rare là, comme combinaison. Ouais, puis ça avait été, si je me souviens bien, là, ça a été un des premiers projets GameFound, hein, le deluxe de ce jeu-là, puis il n'est pas sorti encore. Je l'ai pas vu. C'est vrai que un des projets GameFound indépendants, là, parce que GameFound il a longtemps été utilisé comme plateforme de gestion financière après Kickstarter. Mais des projets, le premier ou le deuxième, je pense, projet GameFound, ça a été ça. Il était taupier, il n'est pas sorti encore. Mais je ne l'ai pas vu nulle part. Fait que, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas vu passer, mais bon. Tout le monde l'aurait vu passer. Puis sinon, il a fait aussi Détective, Modern Crime Board Game, qui est un jeu d'enquête vraiment immersif avec une banque de données et tout ça qui est vraiment très cool, que j'ai fait au complet aussi la campagne. Fait que, tu sais, Imperial Settlers, ça reste pour moi un des meilleurs engine building encore aujourd'hui. Fait que c'est surtout pour ça que c'est encore un designer que j'ai à l'œil. Mais ces deux autres jeux-là aussi, là, c'est pour moi quand même des blockbusters de jeux. Il a fait le jeu Prêt-à-porter, qui est un jeu dans le domaine de la couture, que j'ai pas joué, mais qui semble qu'il est très bon. Qui a eu aussi une version KS, une réédition de tout ça. Fait qu'il a fait quand même des gros jeux. Il n'a pas fait grand-chose dans les dernières années. Peut-être qu'il met plus sa casquette d'éditeur que d'auteur aussi. C'est ça qui arrive un peu quand tu gères une compagnie. Cette petite version un peu différente d'Imperial Settlers, c'est-tu déjà 2020 que c'était sorti? 2019, ouais. C'est le dernier jeu déjà 4 ans. Qui est sorti, ouais. OK. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'il doit être occupé beaucoup à gérer la compagnie. Ils font beaucoup de rééditions aussi chez Portal Games. Ils font beaucoup de relocalisation de jeux, mais en version polonaise. Fait que ça aussi, là, qui font beaucoup de traductions. Fait que ça aussi, j'imagine, ça doit leur prendre du temps. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui fait des designs brillants. C'est vraiment des jeux qui ont une belle profondeur, qui ont beaucoup de règles. C'est pas nécessairement les livres de règles les plus faciles à apprivoiser ces jeux, mais tout y est. Il faut juste trouver où sont les informations puis comment c'est organisé. Mais sinon, c'est ça. C'est vraiment des jeux qui ont une belle profondeur puis qui est capable d'aller chercher de quoi comme Robinson Crusoe qui est capable de pousser une thématique à fond puis de garder un gameplay qui est challengeant, qui est engageant aussi. Là. Fait que des beaux designs de M. Ignacy, qui est mon numéro 5. Je continue avec mon numéro 4. Mon numéro 4 qui probablement fait penser un petit peu à ce que tu viens de dire, qui est probablement dans un des auteurs que je connais qui est le plus capable d'incorporer une thématique dans des très très gros jeux euro. Par contre, il le fait au coût d'une grande complexité dans ses jeux. Je parle donc, que tu l'auras deviné, de M. Vital Lacerda, qui fait beaucoup de jeux avec Eagle Griffin. Ouais.
puis qui est à peu près toujours le même designer visuel, le même artiste qui travaille avec lui, qui est M. Yann O'Toole. Et c'est une équipe quand même assez redoutable en termes d'efficacité ludique. C'est un gars donc qui a énormément de jeux à son actif. Surtout dans les 10 dernières années, c'est généralement des très gros jeux euro avec une thématique précise, mais que la thématique est mise de l'avant, puis autant la mécanique que le livre de règles, que le plateau, que les composantes sont au service de la thématique et généralement, c'est bien réussi au niveau de la thématique. Par contre, ce sont des jeux extrêmement complexes. Fait que c'est vraiment des jeux qui vont aller cibler, chercher une clientèle particulière. Dans mon top 100, il y en avait 2 qui étaient là, puis lui aussi, il y en aura 3, peut-être même 4 dans mon prochain top 100 parce que j'ai joué à Kanban plusieurs fois depuis qu'on a enregistré le top 100, puis c'est vraiment excellent. Kanban Eevee. Il y a déjà On Mars Lisboa qui sont là, puis j'ai rejoué une couple de parties de Galerist dans les 3-4 derniers mois, qui est vraiment très très bon aussi. Ouais. J'ai pas joué encore à Vinos, j'ai joué juste 2-3 fois à Escape Plan, qui est vraiment thématiquement sont plus le fun, mais mécaniquement sont moins bons. Mais tu sais, tout en étant très, très bon. Là. C'est juste qu'il est un peu moins bon que les autres, mais thématiquement, il est quand même très drôle. Qu'est-ce qui se passe dedans? Puis il y a Factory Bot, qui est une version un petit peu plus simplifiée de Kanban Eevee, qui est intéressant aussi. Fait que c'est un gars qui fait des énormes jeux, beaucoup de règles, beaucoup de mécaniques qui sont interreliées entre elles dans ces jeux. Fait que chaque action que tu fais va se décliner en 3-4 étapes, puis vont avoir de l'influence sur 3-4 autres actions qu'ils vont faire. Tu dois être au courant de ce que les joueurs font. Il y a beaucoup d'engine building dans ce qui fait, beaucoup d'efficacité au niveau de la gestion des Le ressources. comboing. Il y a beaucoup de combos qui vont se faire avec les actions. Il y a beaucoup d'actions que tu as 2-3 options, tu as 2-3 options avec la carte que tu vas jouer des trucs différents que tu peux faire avec. Fait que tu sais, c'est un gars qui va mettre énormément d'idées de l'avant. C'est généralement des salades de points, là, beaucoup de façons de faire des points, des objectifs à remplir, des trucs à placer. Il peut y avoir un paquet de mécaniques, toujours se concentrer autour des trucs euros de construction d'engins puis de développement de ressources. Fait que c'est vraiment, si on aime les énormes jeux euros, là, on parle d'un 2-3 heures, mettons à 2 joueurs, c'est des parties d'une heure et demie, 2 heures à 3-4 joueurs, des parties de 2 heures et demie, 3 heures. Mais si c'est quelque chose qui te parle des gros euros, crunchy, beaucoup de règles, mais toujours fait extrêmement intelligemment. Puis toujours avec une espèce de rythmique particulière où tu as généralement une couple d'actions principales, plusieurs actions secondaires qui se débloquent, que tu vas essayer d'optimiser, puis créer des effets de combo à travers tout ça, à travers ta combinaison d'actions gratuites puis d'actions principales. Avec un rythme très intéressant, mais c'est vraiment, si on aime les gros euros, là, t'en prends un des Lacerda, puis tu devrais aimer ça. Ouais. Il y en a des plus crunchy que d'autres. On Mars, ça reste probablement sont plus complexes. Dans ceux que j'ai joués, Lisboa, probablement sont meilleurs. Puis je dirais Kanban, dans ceux que je connais, peut-être le plus simple à expliquer. À part peut-être Factory Bot, mais qui Ouais. est Il fait volontairement, volontairement plus simple. Ouais, c'est ça. Excellent. Un auteur qui a un gros fanbase aussi derrière lui, Ouais. Monsieur Lacerda. Puis le plus gros défaut de ces jeux, c'est probablement leur coût. Là. Ouais. On parle de pratiquement, ça doit être rendu pas loin de 200$ par jeu. 200-250, ouais. Ouais, c'est ça. C'est des grosses boîtes. C'est toutes des versions de luxe aussi. Hein. Ouais, puis tu as une version de luxe, là, que tu as 3-4 composantes de plus en bois, là, que c'est un 15-20$ de plus, là, mais on parle déjà d'un jeu de plus de 200$ à la base. Là. Ouais, c'est ça. Pas la dernière fois, je vais dire ça aujourd'hui d'ailleurs. Non, hein? Mon numéro 4, c'est notre premier crossover. Oh. Donc, moi aussi, j'ai mis Monsieur Eric Lang. C'est ça, je pensais. Hein? Lui, j'étais à peu près sûr, puis je me demandais John D. Clare. Ah, c'est ça, John D. Clare passait proche. Fait qu'Eric Lang, on en a parlé plus tôt. Tu sais, ce que j'aime, c'est vraiment son originalité. Il y a tout le temps sa petite twist. Là. Tu joues un jeu d'Eric Lang, t'es comme, ah, ça ressemble un peu à telle affaire, mais comme avec ça de plus, telle affaire de plus, telle affaire mâchée ensemble. C'est aussi un maître du jeu hybride, on dirait. Il prend souvent des jeux qui ont comme un petit peu d'euro, un petit peu d'Améritrash, là, puis on met ça ensemble. On fait une espèce de mélange hybride qui est un style un peu bizarre de jeu. Parce que des fois, t'es comme, ok, j'ai aimé cet aspect-là dans le jeu, mais j'ai moins aimé cette affaire-là. Mais en même temps, ça leur donne leur originalité, le fait de faire ces mash-ups-là. Fait que je trouve que c'est un auteur qui a une belle griffe d'originalité dans la création de ses designs.
Puis c'est une des raisons pourquoi je veux suivre les autres projets qui vont nous servir. Puis, tu sais, oui, ces gros jeux populaires, tu sais, Blood Rage, c'est un jeu que j'aime encore beaucoup. Rising Sun, moins. Hank, correct. Mais, tu sais, des jeux comme Dice Master, des jeux comme XCOM, Godfather, qui a passé un peu plus sous le radar, mais le gameplay est excellent aussi. Tout le travail qu'il a fait sur les vieux jeux de cartes, là, comme on a dit tantôt, là, Game of Thrones, Star Wars, que j'avais joué à l'époque, mais j'étais moins un peu dans ce genre de jeu-là. Peut-être de rejouer à ce jeu-là aujourd'hui, ça serait peut-être un peu plus intéressant, mais bon. Fait que j'ai hâte de voir ce que Eric Lang va nous produire dans les prochaines années. Il a été beaucoup sur Marvel United dans les dernières années. Là. Ils en ont sorti du stock de ce jeu-là. J'aimerais ça qu'ils nous pondent de quoi de nouveau, là, maintenant. Ouais, puis il reste toute une vague de Marvel United à arriver. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Mais le jeu vend tellement, je serais pas surpris qu'il nous trouve, qu'il nous fasse le Marvel MCU, je sais pas quoi, là, avant de passer à d'autres choses. Ça va être DC United, là. C'est sa prochaine étape. Ah non, faudrait pas, je vais tout le voir. Et voilà. Donc, Eric Lang, super auteur. Puis un personnage très, très drôle en personne. Là. Il est très goofy là, comme personnage. Là. Tu veux prendre des photos. Il est très grand aussi. Oui. Tu veux prendre des photos un peu drôles avec lui à Gen Con, là, il est willing. Là. Il embarque. Fait que, mon numéro 4, Eric Lang. Ouais. Je continue avec mon numéro 3, qui est le grand oublié de la fois que j'avais fait la liste des auteurs imagines, parce que c'est un auteur qui a juste 2 jeux. Mais c'est des jeux. Une des affaires que j'aime beaucoup de cet auteur-là s'appelle Mark Neidlinger. Ça, tu t'en passes. Une des choses que j'aime beaucoup de ces jeux-là, c'est l'auteur de Vindication puis d'Unsettled, pour que tu puisses le trouver. Une des choses que j'aime beaucoup, beaucoup de cet auteur-là, c'est que quand il a fait juste 2 jeux jusqu'à maintenant, puis tu m'as souvent entendu en parler et de un et de l'autre, les 2 sont dans mon top 10, dans mon top 100, dans mon top 10 du top 100. Ouais, c'est ça. Et c'est qu'une fois qu'il sort un jeu, il le fait vivre. Tu sais, des extensions pour Vindication, puis des trucs que tu peux trouver, puis des promos, puis des si, il y en a, là, il y en a une tonne de matériel. Le jeu, ça fait 5 ans qu'il est sorti maintenant. On a une big box qui est juste là, d'ailleurs. Qui a énormément de matériel, des expansions. C'est des jeux modulaires. C'est vraiment ce que j'aime le plus à date dans les designs. C'est le truc qui est en commun entre ces 2 jeux. C'est qu'il part avec un concept que tu penses que tu sais où ça s'en va. Vindication, c'est vraiment encore plus vrai dans son cas, qui est assez classique dans sa forme. Je me promène, je me ramasse des ressources, je les transforme, j'essaie de les optimiser pour marquer des points de futon. Mais il y a plusieurs petites idées extraordinaires dans ces jeux qui vont venir y apporter une touche d'originalité. Il a essayé avec Vindication de pousser beaucoup la thématique. Ça fonctionne bien sur papier. Concrètement, quand tu joues, ça reste un héros avec des belles images, là, mais ça reste un héros. Ta thématique apparaît pas tant que ça. Dans le deuxième, on voit qu'il a fait un énorme pas en avant. Là, la thématique apparaît énormément beaucoup. Il a voulu faire un jeu d'exploration spatiale. C'est un jeu d'exploration spatiale. Puis un petit peu comme ce que Awaken Realms vendait avec ISS Vanguard, que je n'ai pas encore essayé, mais Unsettled, il dit c'est un jeu, c'est pas un jeu de combat, d'action dans l'espace, c'est un jeu d'exploration spatiale. Nous sommes des scientifiques, puis on doit tenter de démêler le puzzle de problèmes, d'intrigues qu'on va avoir devant nous. Fait qu'il te prend un jeu dans une thématique que tu t'attends à quelque chose, mais il te sert quelque chose de différent dans la même thématique. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis le gros point commun, ce que je suis en train de dire qu'il y a entre les 2 jeux, c'est que ce sont des jeux modulables. Il y a tu peux beaucoup ajuster ton expérience de jeu en fonction de ce que tu veux faire. Dans Unsettled, chaque planète est un système de règles complètement différent, avec un concept de règles de base. Puis dans Vindication, même dans la boîte de base, tu as à peu près 5 modules que tu peux rajouter qui vont changer les tuiles que tu vas explorer, qui vont changer, qui vont te donner une 4e action disponible, qui vont te donner des objectifs différents. Puis chacune des extensions amène des choses différentes. Puis une des choses le fun de lui et de sa compagnie qui est Orange Nebula de façon plus large, c'est que ça, les jeux sont intéressants à suivre même entre les campagnes, entre les parties, parce qu'il y a beaucoup de lore qui va exister, qui vont publier, qui vont faire vivre à travers leurs jeux. Ils vont prendre des avis des gens qui ont joué. Leurs campagnes Kickstarter sont toujours hyper intéressantes à suivre, avec beaucoup de belles idées. Puis c'est des gens qui redonnent beaucoup à leur communauté ludique, qui partagent beaucoup avec leur communauté ludique. Fait que pour cette raison-là, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la direction que cette compagnie-là est en train de prendre. C'est une de mes compagnies
préférés en termes de projet Kickstarter. Je vais suivre. J'ai supporté leur dernier jeu qui est Spiritfire. Espèce d'open Qui est world. espèce d'open world solo, tu vas développer un personnage, puis que si moi j'ai ma boîte de Spiritfire, puis toi tu as ta boîte de Spiritfire, ben on peut jouer ensemble, nos mondes peuvent se croiser. Fait que c'est comme si je jouais à Skyrim, puis tu joues à Skyrim, puis tu peux amener ta boîte de Skyrim chez nous pour qu'on joue ensemble dans notre même jeu. Fait que ça a l'air vraiment spécial, comme toujours dans leur jeu, avec une belle expérience narrative, puis ils ont évidemment du super matériel, mais ça c'est au-delà du design. Mais c'est vraiment des belles idées qui sont à l'intérieur. Puis c'est le seul auteur, là, je vais me vendre, là, c'est le seul auteur que j'ai 2 fois dans mon top 10. Oh shit. Mais c'est ses 2 seuls jeux. Il a fait 2 jeux, puis il y en a un qui est 4e, l'autre est 8e. Fait que, ça part bien. Ouais, La raison pourquoi il n'est pas premier, c'est qu'il y a 2 jeux. Fait que, il peut encore se planter en masse, mais c'est 2 jeux qui sont, selon moi, extraordinaires. Parfait. Ouais. Mon numéro 3, c'est aussi un designer qui n'a pas designé tant de jeux que ça. Je pense qu'il a designé 4 jeux. Mais sur ces 4 jeux, il y a 2 coups de circuit. Fait que ça fait une bonne moyenne au final. Puis évidemment, je parle de Paul Dennen, qui est le designer de Clank, mais qui est aussi le designer de Dune Imperium. Donc, Paul Dennen, qui a fait 4 jeux, parce qu'à fond, il a fait Clank et tous ses dérivés, là, que je compte comme un jeu. Parce que, bon, Clank, Clank in Space, Clank Catacomb, Clank Legacy 1, Clank Legacy 2, ça reste Clank pour moi. Là, fait que c'est le même jeu. Puis même chose avec Dune Imperium. Je veux dire, Dune Imperium, les extensions, Dune Imperium Uprising, ça reste le même système de jeu pour moi. Là. Fait que pour moi, ça compte pour un jeu. Là. Puis sinon, il a fait Eternal, qui est un petit jeu de cartes de confrontation. Qui était quand même cool. Qui existe aussi sur des plateformes mobiles, puis en ligne et tout ça. Là. Fait qu'ils font un peu des tournois avec ce jeu-là. Puis l'autre jeu qu'il a fait, qui est sorti à Gen Con cette année, c'est Wild Tide West, qui est un jeu de polyomino. C'est bien, mais ça n'a rien de fou comme jeu. Fait que c'est vraiment ces 2 coups de circuit qui sont Clank et qui sont Dune Imperium. T'sais, déjà, pour un auteur, d'avoir 2 jeux dans le top 100 BGG, c'est pas facile. Puis lui, c'est 2 jeux qui sont quand même assez bas. Là. Dune Imperium, je pense qu'il est rendu dans le top 10 de BGG au moment où on se parle. Puis Clank, qui est peut-être, je sais pas, dans les 50. Là. Fait que bref, c'est quand même une très belle réussite. Fait que sa particularité, ben... C'est peut-être un défaut pour certaines personnes, mais clairement, quand il fait un blockbuster, il va peser sur le citron. T'sais, ils en ont sorti là, du stock de Clank. Là. Même moi, là, j'ai pas tout le stock de Clank. Vous allez tomber à terre. Mais pour moi, de sortir Clank, Clank in Space, Clank Catacomb, ça reste Clank à la base. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir les 3. Là. J'ai pas besoin de. Je n'ai un, c'est assez. T'sais. Fait que j'ai juste le Clank normal. J'ai les extensions, j'ai toutes les extensions du Clank normal, mais j'ai pas le Clank in Space, j'ai même pas le Clank Catacomb. Je l'ai joué le Clank Catacomb, super le fun, mais en même temps, je veux dire, je l'ai mon jeu de Clank, j'ai pas besoin d'en avoir 4. C'est la même chose avec Dune Imperium, le monde capote en disant ah là, il sort un autre Dune Imperium, là, pourquoi faut que j'achète ça là? Je veux dire, si t'as l'ancien, t'es pas obligé d'avoir le nouveau, puis si t'es nouveau puis que tu veux l'acheter, achète le nouveau, puis c'est pas grave, puis t'es pas obligé d'avoir les 2 non plus. En tout cas, bref. Ça, c'est à vous autres de gérer vos achats impulsifs. Là. Mais c'est ça. Fait qu'il aime beaucoup sortir, il aime beaucoup faire vivre ses jeux. Fait que les extensions, les stand-alone, fait que c'est ça. C'est un peu sa gamique, sa griffe. Fait que si vous aimez ces jeux, ben vous allez en avoir pour votre argent parce que les jeux qui vont être populaires, ils vont vous produire beaucoup de stock, beaucoup de matériel. Puis vous allez pouvoir continuer à explorer ce système-là que vous aimez tant. Fait que ça, c'est ça. Ça peut être autant une qualité qu'un défaut. Il a l'air d'être un peu axé sur les jeux de cartes. La majorité de ses jeux, c'est des jeux de cartes. 3 de ses 4 jeux, c'est des jeux de cartes. Fait que c'est quelqu'un qui est un peu spécialisé là-dedans. Là, cartes avec du deck building. Eternal n'a pas du deck building. Ben là, tu fais ton deck avant la game, là, un peu comme Magic, si on veut. Là. Mais c'est ça. Fait que Paul Dennen, super beau design de jeu. Des jeux aussi qui sont accessibles et qui va faire vivre à fond la caisse. Donc, c'est mon numéro 3. C'est drôle, je pense que c'est la 3e, si c'est pas la 4e fois que je vais partir de ta description de ton dernier auteur pour dire que ça s'applique à mon prochain. C'est drôle. C'est-à-dire que mon numéro 2, c'est le modèle de sa compagnie de presser le citron sur les mêmes jeux. C'est Josh Carlson.
OK. qui a fait beaucoup de jeux avec son frère Adam Carlson, mais je nomme spécifiquement Josh parce qu'il y a certains jeux que Adam n'était pas sur le design. Josh Carlson, c'est le designer principal de la compagnie de Chip Theory Games. OK. Donc, Too Many Bones. Burn Cycle, Too Many Bones, Cloudspire, Hoplopacus, Triplock, le prochain 20 Strong, je pense que c'est lui. Et il va avoir designé, il a designé presque tous ces jeux-là avec justement Adam. Son frère. Mais j'ai noté spécifiquement, ouais, c'est ça. Mais j'ai noté spécifiquement Josh parce que Adam, il n'est pas sur le design de Burn Cycle. OK. C'est Josh qui l'a fait avec une autrice là, dont je me rappelle plus le nom, Suzanne quelque chose. Fait que donc, exactement comme tu disais de Paul Dennen, moi, c'est une chose que j'aime, parce que Too Many Bones, je ne m'attannerai jamais. Tu peux me sortir des nouveaux personnages à Too Many Bones, tu pourrais m'en sortir un par année le restant de mes jours, puis je l'achèterais tout le temps, parce que je serais curieux de voir dans quelle direction tu t'en vas avec ce nouveau personnage-là. Puis, comme Clank avec Paul Dennen, ben, Too Many Bones, il y a eu 3 boîtes de base différentes, par contre, qui sont toutes compatibles entre elles. Fait que tu peux toujours rentrer le contenu avec les autres. Puis, eux autres, ça, c'est 2 gars qui trippent asymétrie dans leur jeu. Ouais. Fait qu'il va avoir un système de base commun, que ce soit Too Many Bones, qui est de l'exploration en quelque sorte de donjon. Pas tout à fait, là, mais des combats des combats d'ennemis, puis de faire développer ton personnage dans un style RPG. Que ce soit Cloudspire, qui est Gémato, Totato, des MOBA. Puis j'ai ma ligne d'adversaire qui va péter ta tour, de soldats qui va péter ta tour, puis toi tu fais la même chose avec moi, que ce soit Burn Cycle, qui est un jeu d'espionnage avec des robots dans un futur apocalyptique, ou Hoplomachus, qui est un jeu de gladiateur. C'est toutes des thématiques bien différentes. Des fois, sont coop, des fois, sont compétitifs, mais c'est toujours très varié. Mon personnage à Too Many Bones il est complètement différent du tien. On n'a pas le même matériel, on n'évolue pas de la même façon, on n'a pas les mêmes objectifs. Même chose dans Cloudspire, même chose dans Burn Cycle, même si c'est un peu réduit parce qu'il est plus simple, Burn Cycle, que les deux autres. Mais Cloudspire, ma faction est complètement différente de ta faction. Puis c'est comme si tu réapprenais le jeu juste en changeant de faction. Tu as ton core, là, ton système de règles de base qui reste la même. Fait que c'est tellement une belle variété à l'intérieur de leur jeu. Je trouve ça fascinant que ces deux gars-là soient capables d'arriver avec des nouvelles idées, toujours avec les mêmes jeux. Là, ils ont déjà annoncé que Too Many Bones, c'était terminé. On verra si éventuellement ils sortent d'autres choses. Mais là, il va falloir qu'ils nous convainquent d'acheter d'autres boîtes d'arrangement parce que celle-là est assez pleine, merci, puis rien rentre là-dedans. Mais tout rentre dans leur fameux Troll Chest. Troll Chest. Mais là, ils commencent Skyrim, là. Ils vont en pondre du stock de Skyrim. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est le prochain qu'ils font ensemble, c'est Skyrim. Fait que j'ai vraiment hâte de voir où ça s'en va, qui est basé un petit peu sur le système de combat de Too Many Bones. Fait que moi, c'est une chose que j'aime. Ils vont me sortir du contenu d'un jeu que j'aime beaucoup. Il va y avoir des nouvelles factions, il va y avoir des nouveaux personnages, il va y avoir des nouveaux ennemis, des nouvelles maps, des nouveaux tout ça. Fait que j'aime beaucoup leur système, l'asymétrie qui essaie de rentrer dans leur jeu pour que tu aies un feeling différent à chaque fois que tu rejoues et que tu aies des expériences différentes. J'ai hâte de voir. J'ai pas vérifié si c'était eux autres, je me rappelle plus si c'était eux autres qui étaient sur 20 Strong, qui est le petit jeu de cartes qui est censé être genre 6D puis 12 cartes, là, un affaire du genre. Ouais, il y a du monde qui est qui le censé reçoit, faire. là. Ouais, il y a du monde qui sont en train de recevoir. Je devrais recevoir ça éventuellement. C'est ça, c'est Josh Carlson qui est dessus. Adam, il n'est pas sur le design de 20 Strong. Puis voilà, fait que je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils nous réserve à l'avenir. Comme c'est une compagnie que j'aime vraiment énormément, c'est sûr que je vais toujours suivre ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont annoncer. C'est des jeux quasiment des lifestyle games, là, dans un sens. Là, quand tu t'embarques dans un jeu, tu sais que ça peut finir par te coûter cher. Là. Le All-In du dernier Too Many Bones, je pense qu'il était 1002. C'est quelqu'un qui avait rien puis qui voulait partir puis tout acheter d'un coup. On était dans les plusieurs milliers de dollars. Fait que ça commence à être intense. Mais très curieux de voir ce qu'ils nous réserve à l'avenir, les frères Carlson. Puis j'aurais pu mettre les deux, là, mais Josh il était designer sur quelques jeux de plus. Donc voilà. Fait que Josh Carlson et Adam Carlson de Chip Theory Games. Cool. Mon numéro 2, c'est le partner de Kevin Wilson, que tu as parlé plus tôt. Ouais, donc, Kari Konechka, ou bref, je sais pas comment le prononcer. C'est jamais clair à 100%. Star Wars Rebellion, mettons. On peut chercher. Je pense que dans sa bio, ils disent comment le prononcer. Konechka. 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 Ouais, bon, Kari Konechka.
Qui a fait tous les gros jeux ou presque à l'époque de FFG, là, toute la grosse franchise thématique, des jeux qui venaient de IP, autant de jeux vidéo que de films, etc. C'est lui qui a designé le jeu de Battlestar Galactica, qui a designé Imperial Assault, Star Wars Rebellion. Il a travaillé Starcraft, The Board Game aussi, c'est lui à l'époque. Fait que ça, la majorité des gros jeux de FFG à franchise, c'était souvent lui qui le faisait. Fait que c'est quelqu'un qui est vraiment capable de prendre un thème d'un IP populaire et de lui rendre justice. Ce qui n'est pas facile à faire parce que dans le fond, quand on prend un jeu avec des propriétés intellectuelles comme ça, les fans ont souvent des grandes attentes. Fait que c'est ça. Fait qu'il était capable de remplir ces attentes-là. Puis les fans de Star Wars sont durs à satisfaire. Mais des jeux comme Imperial Assault, Star Wars Rebellion, c'est quand même des jeux qui ont la cote. C'est lui qui a travaillé sur le jeu de World of Warcraft aussi. Une autre grosse franchise. Fait que il a fait beaucoup de jeux à franchise. Puis c'est ça. Battlestar Galactica, les jeux de Star Wars sont encore une fois dans mes préférés encore aujourd'hui. On les a joués et rejoués. Puis il est parti de FFG un peu comme Kevin Wilson. Il a fondé sa propre compagnie qui est Unexpected Games. Puis qui porte quand même bien son nom. Puis le premier jeu qu'ils ont fait Unexpected Games, c'était le jeu Le Projet, qui en anglais s'appelle The Initiative. Puis c'était un de ces jeux. C'était une espèce de jeu de décryptage, là, d'une campagne avec tu fais des scénarios où tu te promenais sur un board pour ramasser des indices. Puis là, que les indices, c'est de trouver une phrase ou la réponse à une question en utilisant des codes de décryptage par-dessus d'autres codes de décryptage. Fait que là, le jeu, comme t'apprenais plein de codes de décryptage, puis là, un moment donné, après la campagne, on t'envoyait dans des scénarios autres, puis ça en allait vraiment ailleurs, le jeu. Fait que ça a été vraiment une super expérience de jeu, le projet. Ça a été vraiment du génie qui venait de sa part. Puis c'est le genre de jeu, d'après moi, qui trottait dans sa tête depuis des années, mais qui ne fitait pas nécessairement avec la ligne éditoriale de FFG. Là. Fait que quand il s'est parti à son compte, ben là, c'était le temps de mettre l'argent sur un projet comme ça, puis ça a vraiment bien marché. C'était vraiment un beau petit bijou. Fait que encore, même s'il est parti de FFG aujourd'hui, il réussit quand même à faire des designs qui sont très cool. Il y a eu peut-être des ratés avec ses derniers jeux. Là. Son dernier jeu, 3000 truands, c'était correct, là, mais c'était pas... il y avait du card crafting dedans, LP. Semi là, du card crafting. Là, mais... Ouais. C'est celle-là que tu combinais genre 3 cartes ensemble pour faire le truand. Ouais, c'était juste 2. C'était genre cartes. Un rôle puis une job, là, genre. Ou... Okay. En tout cas, un personnage puis une job, là, ouais. Mais c'est ça, c'était pas le jeu du siècle non plus. Fait que oui, il y a eu des ratés. Mais dès qu'il sort un jeu, je vais toujours être intéressé à regarder, à l'essayer éventuellement. Parce que c'est un auteur que j'adore puis que je vais suivre son travail dans les prochaines années. Fait que mon numéro 2, Cory Konexka. Maintenant, on sait comment prononcer son nom. Merci, BGG. Fait que j'arrive avec mon numéro 1, donc mon dernier choix. Je pense pas que je vais te surprendre beaucoup. C'est un duo, right? C'est un duo. Ouais, c'est ça. C'est le duo de M. Victor Peter et de Richard Hamann, qui sont, selon moi, des génies de la création de board game. Particulièrement dans le cas de Victor Peters, des fois, c'est difficile de savoir exactement sur quoi il a travaillé parce qu'il est souvent comme designer secondaire sur les jeux de sa compagnie, lui, c'est le CEO de Mind Clash Games. Puis, il a fait énormément de jeux, puis c'est juste avec la ligne qu'on voit là, qu'on voit à l'écran de David, on voit que c'est pas des jeux simples. Fait que lui était designer avec David Turczi et Richard Hamann sur Anachronie. Il était designer avec Victor Peter, Richard Hamann ont fait Tricarion, Cerebria. Ils ont travaillé ensemble sur Persévérance. Victor Peter a travaillé sur Voidfall également. Les autres qu'on a, il y en a quelques-uns d'annoncés aussi. Il y a eu bien des extensions. Anachronie, Tricarion, il y a eu bien des extensions qui existe pour ce jeu-là. Fait que c'est pas un gars qui a énormément... Je pense qu'il était dans ma liste d'auteurs émergents, je suis pas sûr. Mais je pense que oui. C'est pas un duo qui a énormément de sorties jusqu'à date, mais je trouve que c'est un modèle qui est super intéressant, leur modèle d'affaires. Puis la façon de sortir... comment je dirais ça? Le type de jeu, le créneau qu'ils essayent d'aller chercher. Un créneau 13 €, lourd,
avec des thématiques, un petit peu comme ce que je disais de Vital Lacerda. Ils essayent beaucoup de rentrer des thématiques à l'intérieur de leur jeu, même si c'est des jeux euro, que ce soit leur jeu. Mon jeu préféré, là, qui est Anachronie, le thème de science-fiction, il est vraiment très présent. Tricarion, le thème de machien Ouais. des années 1800-1900, très bien implanté. Persévérance, l'espèce de Jurassic Park weird, extrêmement bien implanté aussi. Même chose pour Cerebria, qui est une de mes thématiques préférées à vie. Là, si on faisait notre jeu thématique préféré juste au niveau du thème, ce serait premier ou deuxième. Espèce de construction de la personnalité, c'est hyper original, hyper complexe, mais hyper original. Puis il a été, pas co-designer, mais je sais qu'il a été développé. Il a aidé au développement, entre autres, de Voidfall. Il a fait Astra, qui est un petit jeu plus simple de Mind Clash Game, qui est quand même sympathique aussi. Il est développeur dessus également. Fait que, tu sais, ce duo de designers-là, puis peut-être plus spécifiquement Victor Peter, parce qu'il a l'air d'avoir le nez, un petit peu comme Eric Lang, tu sais, il a l'air d'avoir le nez dans à peu près tous les designs qui sortent de la Ouais. compagnie. Il est impliqué là-dedans. Fait que c'est cette espèce de génie de réussir à implanter des thèmes intéressants, originaux dans des mécaniques extrêmement lourdes et complexes, mais qui généralement, c'est le genre de mécanique qu'une fois que tu as compris l'espèce de cœur de la mécanique, là, l'espèce de système de base, le reste coule assez bien. Ils développent généralement des iconographies très efficaces dans leur jeu Mind Clash, qui rendent le jeu relativement accessible malgré son niveau de complexité. Puis, tu sais, je pense que j'ai 3, 4 jeux designés par eux dans mon top 100. Fait que, tu sais, Tricarion, il est dedans, Cebria, il est dedans, Anachronie, il est dedans. Voidfall le sera probablement éventuellement. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'il sort de quoi, ça finit dans mon top 100. Fait que, tu C'est bon signe. sais, le choix était facile. Ben oui. Voilà. Je pense pas que j'ai étonné grand monde dans ceux qui nous suivent un petit peu sur la Moi chaîne. non plus, je serais pas grand surpris. Là. Mon numéro un. Mon numéro un, c'est qui, LP? Ben, moi, je pensais que tu allais nommer Paul Denon. Pour vrai? Ah ouais? Fait que là, c'est qui que t'as pas nommé encore, là? T'as peu, j'ai Euh, pas réfléchi, là. Vite de même. Ah, je demande au chat. Il va sûrement euh, faire Ah ben oui, dans 2 secondes. ben oui, ben oui. Mais c'est Simone C'est-tu Luciani. un des Italiens, Ben là? oui, Simone Ouais, c'est ça, Luciani. Luciani. Luciani, qui travaille Moi, je mélange principalement. toujours Luciani et Tachini, là. Ouais, ils ont fait beaucoup de jeux ensemble aussi. Je mélange toujours les deux, là. Simone Luciani qui fait la majorité de ses jeux avec Cranio Création. Mais après ça, ces jeux sont souvent traduits dans d'autres langues par des relocalisations. Là, fait qu'on les retrouve un peu partout. Il a fait aussi beaucoup de collaborations avec d'autres, justement, de l'espèce de petite gang des designers italiens. Là. Fait qu'il a fait beaucoup de jeux avec Tacchini. Il a fait Zolkin, d'ailleurs, avec Tacchini, qui est un de ses grands classiques. Il a fait des jeux avec Gigli et Brassigna. On peut penser à Grand Tossio Hotel. Il a fait des jeux avec Nestor Mangon. On peut penser à Newton ou Darwin Journey qui est sorti cette année. Fait que c'est quand même un auteur qui fait souvent des collaborations. Il a sorti avec David Turchi cette année Nucleum. Fait qu'une autre collaboration. Mais des fois, il fait. Barrage aussi, il est avec quelqu'un d'autre sur le design. Fait qu'il y a quand même souvent un co-designer avec lui. Fait que ça aussi, c'est quand même quelque chose d'intéressant de mâcher un peu les idées de deux designers ensemble. Dans mes préférés de Luciani, ben, j'ai évidemment Barrage, qui est probablement son plus complexe dans tous ses jeux, en niveau de complexité. Puis aussi le côté un peu qui pardonne moins que les autres jeux. Sinon, Marco Polo 2, Grand Trusty Hotel reste quand même dans mes jeux euro favoris. C'est Euh, celui qui avait fait Tile Tom aussi de l'année c'est passée. lui qui a fait Tile Tom aussi, d'ailleurs. Ouais, exactement. Fait que c'est comme mon designer pour les jeux euro. C'est un peu sa griffe, les euros que j'aime. C'est des jeux qui sont toujours indépendants de texte. C'est des jeux qui ont juste l'iconographie dedans. Il n'y a jamais de texte sur les composantes de jeu. Fait que ces jeux sont totalement indépendants de la langue. Fait que si tu achètes une version française ou anglaise, le jeu est pareil. La seule affaire qui change, c'est le livret de règles. Ces livrets de règles sont aussi tout le temps très bien bâtis. Ils ont toujours une espèce de glossaire à la fin avec tout justement les symboles expliqués, toutes les tuiles d'objectifs expliquées, tous les personnages expliqués. Fait que tu sais, dès que tu cherches une information, c'est super facile. Fait que ça, c'est toujours le fun dans ces livres de règles. Fait que ça, c'est l'expérience qui parle.
c'est des jeux aussi euros. Tu sais, c'est comme du mid-weight, là, la plupart de ces jeux. Peut-être sauf Barrage qui sont plus complexes. Là. Les autres, ça tombe dans du middle. Tu sais, c'est des jeux qui vont durer 1h30, 2 heures. Tu sais, à 4 joueurs, 2 heures à 4 joueurs. Fait que tu sais, ça se joue bien. Je trouve que c'est une bonne durée pour un jeu euro pour moi. Je trouve que c'est comme mon sweet spot aussi. Fait que souvent, ces jeux tombent dans ce sweet spot-là. Fait que c'est une des choses qui fait que je les aime beaucoup. Il y a aussi beaucoup de ces jeux euros qui utilisent des dés. Il y a souvent des placements de dés, des drafts de dés. Tu sais, Grand Trusty Hotel, il y a des dés. Marco Polo, il y a des dés. Taltom, il y a des dés. Fait qu'ils trouvent le moyen d'intégrer des jeux euros, des dés dans les jeux euros, ce que j'aime quand même bien. Puis tu sais, c'est bien fait, c'est bien contrôlé. Tu sais, autant un 1 peut être pratique qu'un 6 peut être pratique. T'es pas nécessairement pénalisé parce que tu as des moins bons résultats sur tes dés, mais ton puzzle va être différent. La façon que tu vas dépenser tes actions va être différente dans ce que tu vas pouvoir faire. Fait que je trouve que c'est bien balancé, c'est bien équilibré dans ces jeux. C'est pas les jeux les plus thématiques en ville qu'il fait, là. C'est pas comme Lacerda, là. Côté immersion et thématique, là. Souvent c'est un peu plaqué même, là. Qu'on peut passer à Newton, par exemple. Là. Barrage est un peu plus thématique, là, la façon que tu dois faire ton énergie puis comment tu dois construire ton réseau, là. Mais même chose pour Nucleum. Mais bref, c'est des jeux euros que j'aime beaucoup, tout ce qu'il fait. Puis tout ce qu'il fait, c'est évidemment tout le temps sur mon radar. Quand je vois les annonces des scènes là, pour la prochaine année, je fais comme, OK, c'est quoi les jeux que Luciani sort cette année à SN? Parce qu'évidemment, c'est toujours là que ces jeux sont showcase en premier. Puis ça prend un peu de temps avant que ça traverse après ça l'autre bord de l'océan. Mais bon, on est patient. Puis on attend que ces jeux arrivent impatiemment pour pouvoir les tester. Fait que un auteur que j'ai toujours hâte de découvrir ses prochains designs. Donc, mon numéro 1, Mr. Simone Luciani. Ouais, je peux pas dire que je suis particulièrement surpris, en effet. Non, c'est ça. Donc, ça conclut notre top 10 de nos auteurs de jeux favoris. Donc, désolé pour les fans de Stefan Feld ou de Ryan Lockett ou de... Bref. D'Uwe Rosenberg. Ouais, Uwe Rosenberg. Il y a Ou plein... du docteur. Le docteur canadien. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'autres auteurs cool et prolifiques qui ont fait des excellents jeux, mais bon, il fallait en choisir 10. Mais ceci étant dit, on aimerait ça vous entendre. Donc, faites-nous savoir en commentaire qui sont vos auteurs favoris. Puis les jeux aussi qu'ils ont fait qui justement vous font vibrer et qui font que c'est vos auteurs favoris. Fait que laissez-nous ça en commentaire sous la vidéo. Ça va nous faire plaisir de lire ça et d'en discuter avec vous. Sinon, vous pouvez discuter des choix qu'on a fait, dire quel jeu vous aimez, des auteurs qu'on a nommés aussi dans nos listes. Là. Donc, ça serait intéressant de vous entendre là-dessus. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Vous nous direz, évidemment, on a-tu oublié quelqu'un d'important? Sûrement. Un paquet de monde. Ben oui. Ben oui. Dans ton shortlist, 2-3 de plus en ronde bonus. Ben, j'avais mis John D. Clare. J'avais mis Adam Kwapinski pour Nemesis. Moi aussi, il était dans mon shortlist. Ouais. Mais il y en a fait d'autres aussi. C'est lui qui a fait Terracotta Army. Ouais. Il a fait une couple de bons jeux thématiques. Heatherfield, c'est lui qui l'a fait aussi. Je me trompe pas, c'est lui qui a fait The Square of Mine, je pense. Fait que... Puis j'avais mis Ryan Lockett, Emerson Masushi. Fait que j'avais quelques-uns dans moi aussi, Emerson Masushi était dans ma shortlist. Emerson Masushi, Century, puis voyons, Rome. Ouais. Moi, j'avais Mike Nade. Ouais, OK. Dans ma shortlist, puis j'avais mis Crow dans ma shortlist. Qui c'est? Crow, c'est le designer de Claustrophobia. OK. Crow. Qui est aussi designer sur Conan. C'est, dans le fond, c'est un petit peu hommage. Le pourquoi je l'avais mis, parce que c'est un designer de RPG à la base. C'est lui qui a... comment ça s'appelle? Un RPG qui se passe en dessous de la ville de Jérusalem avec l'enfer là-dedans. Le Claustrophobie. Le jeu de Société Claustrophobia, il est basé sur ce RPG-là. C'est lui qui a... c'est via lui qu'Asmodée s'est fondé. OK. Quand même. C'est un auteur français, Christophe quelque chose, son vrai nom. Il participait beaucoup dans les années 2000, début 2010, à l'émission qui n'existe plus aujourd'hui, de Trick Track. Okay. Je faisais beaucoup de vidéos. Là. On lui rend hommage. Bonjour, Crow. Ben, merci LP, encore une fois. Merci de l'invitation.
Et merci à la maison. Fait qu'on attend vos commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme dans le coin de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon, qui vous donne accès aussi à notre communauté Discord. Et qui vous donne accès à une petite soirée d'animation que nous avons recommencé à faire, si jamais ça vous intéresse. Oui, toujours intéressant et plaisant à faire. Donc, continuez de gamer, tout le monde. Bye. Ciao!